Coucou les amis! Comment faire une cabane pas plate, une meule de foin qui ne ressemble pas à une lune et un chemin qui part à l'horizon? Aujourd'hui, on parle de la perspective. Commençons par une meule de foin. Une meule de foin, ça commence tout simplement par un cercle. Admettons que l'horizon soit ici et votre feuille comme ça. Pile poil au centre, vous avez une meule de foin. Le mot magique, ça va être point de fuite. Vous allez fixer un point à l'horizon et la meule de foin va cibler ce point. Et vous doublez votre meule de foin. Et ce que vous gardez de votre meule de foin, eh bien, ce n'est que ça. Là, vous avez une perspective. Et vous pouvez travailler sur le même principe avec toutes les formes. Pour un carré, vous choisissez un point de fuite, à l'horizon ou pas, c'est pas obligé que ce soit à l'horizon, hein, parce que ça peut être des formes géométriques toutes simples, il peut être beaucoup plus haut. On prend les coins, on vise. Et on épaissit notre carré. Et on ne garde que ça. On a un cube. Un triangle. Point de fuite à gauche. Bim, bim, bim. Ça nous fait une tente. Une petite tente. Allez, maintenant on va prendre une forme un peu plus complexe. Prenons une tache. Comme ça. Mon point de fuite, il est pile poil en face. Alors là, il n'y a pas de coin, donc je prends les bords. Point de fuite. Tout ce qui peut me servir comme repère pour tracer en fait les parallèles. Après, je vais dire à peu près 1 cm d'épaisseur, donc je prends un point de repère. Ah, il faut que j'en fasse un ici aussi parce qu'il va m'être utile, vous voyez, dans le creux. Donc là, des petits pointillés, et puis ici, ma ligne. Et je vais tracer mes parallèles à celle-ci, qui vient comme ça. 1 cm, ma parallèle à celle-ci, qui vise cette ligne-là, comme ça. Et je descends ma parallèle, on va faire un bel arrondi, ma parallèle à celle-ci qui vient ici. Ma parallèle à celle-ci qui vient comme ça. Ici j'ai mon centimètre, ici mon centimètre il s'arrête ici, donc je vais faire la parallèle à celle-ci qui vient comme ça. Et ce que je garde de cette forme, eh ben c'est ça. Alors là le centimètre il va être un peu gros, donc je vais le... voilà. Ah j'ai oublié ici, vous voyez j'aurais dû faire une ligne, regardez, là, elle est là. Comme ça j'ai mon épaisseur. Maintenant, on va s'entraîner sur une route. Alors, on a notre feuille comme ça. La route, elle part à l'horizon. On a l'horizon ici. Eh bien, point de fuite, bim, au centre. Et la route, on est au milieu de la route. La route, elle part comme ça, et les pointillés de la route sont comme ça, là. Vous voulez faire des arbres au bord de cette route-là. Eh bien, les arbres aussi vont être contenus dans cet espace-là, à gauche. Alors, admettons que les arbres aient tous la même taille de tronc et de feuillage. Le tronc va être contenu ici et le feuillage ici. Et l'arbre d'après pareil. Et ainsi de suite. Et à droite, pareil, vous faites les mêmes arbres. Si vous voulez faire des buissons devant ces arbres, une autre ligne, et les buissons seront pareils, contenus dans le même espace. Alors en admettant bien sûr qu'ils aient tous la même taille. Hein. Maintenant, on peut faire pareil avec un chemin sinueux. Horizon, point de fuite, on n'est pas obligé de le mettre au centre, hein. Chemin sinueux, et bim. Avec, si vous voulez, des petits pointillés au centre. Et là, c'est l'exemple de notre chemin de forêt de la vidéo précédente. Maintenant, vous voulez faire une route, mais la route ne disparaît pas à l'horizon parce qu'il y a des collines. Comment faire? Je vous montre. Vous avez votre feuille. Alors la route, elle n'est pas obligée de commencer dans les coins, hein. Elle peut commencer ici, et puis partir comme ça là. Alors là, je ne vais pas aller jusqu'à mon point de fuite, je vais m'arrêter avant. Bim. Parce que à droite et à gauche, il y a des collines, et ben, ma route, elle fait un petit bombé ou plat si vous voulez la faire plate, mais on devine qu'elle continue derrière. Alors on a vu qu'avec n'importe quelle forme géométrique, on peut travailler de la profondeur. Donc on va faire une cabane avec un toit. La cabane commence par
un carré, mon point de fuite, bim, 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 j'ai mon cube. Je veux lui rajouter un toit qui vient comme ça. Ce toit aura exactement le même point de fuite, ici et ici. Et je ferme mon toit juste là où s'arrête le mur de la cabane, c'est-à-dire là. Et ce que je garde, bien sûr, c'est ça. Voilà. On peut compliquer la chose avec deux points de fuite. Je veux voir cette cabane, mais le coin du mur ici, il sera au centre. Je fais mon coin du mur. Mon horizon se trouve derrière ici. Un point de fuite à droite, un point de fuite à gauche. Mes lignes pour mes repères. Un mur ici, un mur là. L'arête du toit sera là, dans le même axe que la maison. Je vise mes points de fuite. Et je donne l'inclinaison que je veux à mon toit. Alors il peut être comme ça et revenir comme ça. Mais j'aurais pu le faire plus large ou moins large. Après, c'est vous qui voyez. Et comme dernier exemple, je vous montre un cas où le point de fuite est à l'extérieur de la feuille. Il n'est pas obligé d'être sur votre feuille. Alors là, vous avez votre feuille. Je vais dessiner des gratte-ciel vus du haut. On a une avenue. Admettons New York. On a une avenue avec plein de petites voitures. Mon point de fuite, donc, est à l'extérieur de la feuille. Il va se trouver ici. Alors, je me mets un petit repère. Admettons un godet d'aquarelle comme repère. Et je vais dire que je pars du coin ici de mon godet. Je prends ma règle et je vais tracer mes buildings toujours à partir du même point. Les buildings, ils sont juste au bord de l'avenue. Voilà. Alors on va voir une partie du toit de ces buildings qui va être toute droite. Et là, vous voyez, ça va être parallèle à l'avenue. Quand les droites sont parallèles, il n'y a pas de point de fuite. Et là, on aura les toits qui vont partir tout droit. Donc, tous nos buildings visent vers le même point. On est d'accord. Maintenant, on va faire les fenêtres. Et bien, même système. Pour faire les fenêtres, on trace des petites droites à partir du même point de fuite. Et on trace nos parallèles. Et plus on descend, plus c'est serré. Etc., etc. Si vous voulez tracer une fenêtre en particulier avec des volets, et bien vous utilisez ce quadrillage comme repère. Et vu du dessus, votre fenêtre avec les volets, elle sera comme ça. Petit cas pratique avec une tour. On va partir d'une tour dont on voit l'arête centrale comme tout à l'heure notre cabane. Bim. Je vais dire que mon horizon est ici. Un point de fuite là, un point de fuite là. Je trace mes droites de repère. Et je délimite ma tour. Donc là, vous voyez, comme je reste dans la feuille, ça va être extrême hein, comme point de fuite, comme perspective. À cette tour, je fais un toit qui va arriver sur cette ligne-là, forcément. Je décide de le faire pentu comme ça, il s'arrête ici. Et le dessous de ce toit-là, on va le voir. Comment il va partir? Eh bien, à partir de ce point-là, je vise ce point de fuite-là. Donc, il va partir comme ça, là. Virtuellement, je le fais, hein, je ne le trace pas. Et celui-là, il va viser celui-là. Donc, ça va être comme ça, donc ici. Maintenant, on va faire deux grandes fenêtres. Une là. Comment elle va partir, cette fenêtre? Ben, comme le reste, elle va partir vers le même point de fuite, comme ça, comme ça. Et je délimite ma fenêtre comme ceci. Pareil à gauche. Elle sera positionnée ici. Elle vise mon point de fuite. Bim, bim. Et je la délimite. On va compliquer la chose. Je souhaite faire un rebord à ces deux fenêtres. Un petit renfoncement qui va partir du coin ici. Et bien du coin ici, on va viser ce point de fuite là, qui va partir comme ça. Le petit renfoncement va être là, avec une épaisseur parallèle au reste. Et je vous rappelle que les parallèles n'ont pas de point de fuite, on ne s'en occupe pas.
Et l'épaisseur du rebord, je pars d'ici et je vise mon point de fuite. Et j'ai l'épaisseur de mon rebord. Pareil à gauche. L'épaisseur de mon rebord va partir de là. Je vise mon point de fuite comme ça. Ma parallèle. Et ici, ma ligne va passer par là. Et j'ai mon épaisseur ici. Il manque plus que le petit géranium. Allez, on repasse tout. Vous ne gardez que ce qui vous intéresse, bien sûr. Allez, on rajoute des petites tuiles parce que c'est plus joli. Alors regardez, là je fais mes tuiles rapidement, mais si on voulait les faire correctement, eh ben on prendrait ce point de fuite là comme repère, et puis regardez. Et on aurait la direction que doivent prendre les tuiles. Si c'était des tuiles plates par exemple, je suivrais comme ça, chaque mouvement. Bon là je fais rapide, je m'en occupe pas, mais vous auriez vos repères de cette manière-là, d'accord ? Alors les amis, on vient de mettre en pratique la perspective. Maintenant, on va s'occuper de la mise en couleur en mettant en pratique les ombres propres et les ombres portées. La lumière vient de la droite, c'est moi qui le décide. Je vous rappelle que vous devez, avant de commencer une mise en couleur, toujours avoir décidé d'où vient votre lumière. Alors, un petit peu de beige. Bon, je fais du rapide, hein. Et une petite ombre portée, donc toujours dans la couleur la plus sombre. Il y a l'ombre portée du toit. Sur le mur, bien sûr. Donc le beige c'était du jaune de Naples et puis là c'est du terre de Sienne. Si je souhaite renforcer encore plus cette ombre, je peux prendre un petit peu de terre d'ombre brûlée pour tapoter. Et puis si je veux donner un petit peu de mouvement à mon mur, je prends un petit peu de vert olive. Bon, pour les mouvements, je vous invite à visualiser les vidéos d'entraînement, hein, je ne vais pas me réattarder là-dessus. Je continue. Je mouille mon mur de gauche, qui va être dans l'ombre cette fois. Donc, au lieu de prendre mon jaune de Naples, je prends la couleur de mon ombre ici, c'est-à-dire mon terre de Sienne, directement. Je l'applique. Point de vue contraste, je trouve que c'est pas assez prononcé, donc je prends du terre d'ombre pour renforcer mon ombre de ce pan de mur qui est vraiment en dehors du soleil. Je prends mon petit pinceau, je prends un peu de gris pour renforcer l'ombre portée du toit, qui se transforme en marron foncé au contact du marron qui est déjà sur le papier. Voilà pour ça. Maintenant mon toit. Je n'oublie pas que j'ai décidé que la lumière venait de la droite. Ce pan de toit là sera donc plus clair. Je vais le faire rouge. Petite base de jaune, petite tache de lumière. Là le soleil tape vraiment directement sur ce toit. Du rouge. Voilà. Je m'occupe de ma partie gauche du toit. Pas de jaune puisque de ce côté-là, il n'y a plus de soleil. Je passe directement au rouge. Et puis, je travaille le côté ombre avec un peu de bleu outre-mer. Et maintenant, puisque j'ai mon bleu sur le pinceau, je travaille l'épaisseur de mon toit qui est ici vraiment dans l'ombre. Maintenant, pour travailler mes rebords de fenêtre, je reprends de ce côté-là la même couleur que mon pan de mur de base, c'est-à-dire du jaune de Naples. Pour faire mes deux bords, alors je mouille pas, c'est pas assez épais, hein. Voilà. Et je travaille mon ombre avec mon terre de Sienne. Ce côté-là sera complètement dans l'ombre. Et suivant là d'où vient la lumière, eh ben vous aurez peut-être une petite partie de la partie qui est à plat ici dans l'ombre. Et à gauche, eh ben pareil, je travaille directement avec mon terre de Sienne. Et mon terre d'ombre. Et là par contre, les deux sont dans l'ombre. En ce qui concerne les carreaux, alors je peux les faire à sec si je le souhaite. Bon là je vais mouiller un petit coup. La fenêtre de droite sera en bleu clair. Bon là ça va migrer dans le marron, je vais essayer de laisser un petit liseré pour éviter que ça migre trop. Un petit liseré blanc pour la séparation, voilà. Par contre à gauche, cette fenêtre est dans l'ombre. Je mouille un petit coup, bleu outre-mer.
Alors vous voyez, je laisse des petites taches blanches pour donner du mouvement. Voilà, et puis après, si vous avez envie de faire l'ombre portée de la maison au sol, la lumière venant de la droite, l'ombre portée, et ben voilà, elle va être forcément de ce côté-là. Alors, si c'est dans l'herbe, on va faire une base de vert. Après, ça peut être du gris, ça peut être voilà, en fonction de ce que vous voulez faire. Hein. Alors après, vous embellissez tout autour, le petit potager, les petites carottes, le petit pont bien bucolique, enfin voilà quoi. Vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai montré avec la lampe de poche? Plus on est près, plus les ombres sont nettes. Donc là, plus on est près de la maison, plus les ombres vont être nettes comme ça. Moi, je fais le choix de ne pas les faire sur support sec parce que je trouve ça moins joli. J'aime bien quand c'est fondu. Mais ça peut être quelque chose comme ça. Et puis pour donner du mouvement, un petit coup de magenta. Alors je prends du magenta parce que je l'ai dans ma boîte juste à côté. Hein, mais après, c'est à vous de voir. Et vous pouvez pousser le luxe jusqu'à utiliser du gris. Pour la toute dernière ombre ici, des petits liserés. Après, c'est vous qui voyez suivant l'intensité que vous souhaitez donner à votre illustration. Voilà, j'espère que vous pourrez mettre en œuvre tous ces conseils pour faire de jolies perspectives, maison ou paysage. Je vous souhaite à tous de très bons moments. Prenez soin de vous, à très bientôt.